Là, on accueille Jacques Lanares, qui vient de l'Université de Lausanne. On le remercie d'avoir fait le déplacement. Alors, Monsieur Lanares va nous parler notamment de ce qui se fait au niveau de la Suisse, au niveau valorisation des TIS et usage par les enseignants. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors, voilà. Très bien. Bien sûr, je remercie les collègues d'Uniciel de m'avoir convié à cette journée, parce que quand j'ai le temps, c'est toujours avec plaisir que je partage mes expériences avec d'autres collègues, et aussi je suis toujours très intéressé de voir ce qui se passe ailleurs et comment les choses évoluent. Je suis donc vice-recteur, ça veut dire en français vice-président de l'université. Je suis notamment en charge des questions de valorisation de l'enseignement et de qualité, d'autres choses qui ne nous intéressent pas pour le moment. On m'a demandé de venir raconter un peu ici ce que nous faisions en termes de formation des enseignants et aussi en relation avec l'utilisation des technologies dans un contexte de valorisation de l'enseignement. Et c'est bien sûr ce que je vais essayer de faire en terminant par quelques commentaires qui m'ont été sollicités sur notre regard sur des organismes de ressources, si on veut, comme Uniciel, et je ferai quelques commentaires là-dessus. Donc, je donnerai d'abord quelques éléments sur le contexte. Je parlerai de la formation des enseignants et puis je glisserai sur l'aspect d'utilisation de la technologie. Je commencerai par juste vous situer l'établissement, mais en 2 slides très rapides, juste pour que vous ayez une idée, parce que je n'ai pas l'idée que l'Université de Lausanne est connue dans le monde entier. Voilà quelques éléments. Dire aussi que dans le contexte, nous avons une nouvelle loi, comme beaucoup, qui donne beaucoup plus d'autonomie à l'université, et notamment l'autonomie au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire que c'est la direction de l'université qui recrute et qui licencie tout le monde, et au niveau de l'autonomie des formations. Ça a des incidences sur ce que je dirai après, c'est pour ça que je le mentionne. Et en fait, l'université est libre de mettre sur pied les formations qu'elle veut sans rien demander à un ministère quelconque. Donc ça a aussi des incidences, bien sûr, dans le débat. Alors, cette question de la valorisation de l'enseignement, elle est partie d'un projet qui venait d'un groupe de collègues en 1994 qui voulait, et l'intention fondamentale était justement de valoriser l'enseignement. C'est-à-dire, ces collègues disaient, en fait, la moitié de notre cahier des charges, c'est de l'enseignement, mais tout le monde s'en fiche. C'est pas pris en compte, etc., et c'est quand même pas équitable. Donc, faisons quelque chose pour documenter ce qu'on fait pour la qualité de l'enseignement, pour améliorer nos compétences d'enseignement. Et c'est notamment à cette occasion que s'est développée l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, qui, après des phases pilotes, a été généralisée en 1998. J'essaye d'être bilingue, vous voyez. Et l'intention vraiment fondamentalement était l'idée de valoriser l'enseignement. Mais il faut dire aussi que c'est quand même un changement culturel. J'ai pris ici un slide de mon collègue qui s'occupe de la recherche. C'est un des classements de l'Université de Leiden par rapport à la production de recherche. Vous voyez là Lausanne qui figure en bonne place. Ce n'est pas du tout pour faire mon intéressant, et j'ai d'ailleurs beaucoup de distance vis-à-vis des classements, et il y en a qui sont nettement moins flatteurs. C'est juste pour dire que la culture, chez nous, c'est aussi une culture de recherche comme partout. Et que valoriser l'enseignement, c'est quand même fondamentalement un changement culturel très important. Alors, comment aborder ça? Et je vais le faire très rapidement. Comment soutenir ce changement et la motivation pour ce changement? Alors, je vais m'appuyer ici sur une formulation, alors ce n'est pas de la vraie mathématique, bien sûr, extrêmement simplifiée et réductrice que les puristes auront du mal à accepter, sur la motivation, et qui dit tout simplement, en s'appuyant sur les approches cognitives, que je suis motivé pour quelque chose si j'accorde un objectif en particulier, si j'accorde de la valeur à cet objectif et si je me sens compétent pour atteindre cet objectif. Ce modèle un peu simplifié de motivation. Vous voyez bien que si l'un des deux, que ce soit si je ne me sens pas compétent ou si j'accorde pas de valeur, ma motivation aura tendance à s'effondrer. Alors qu'est-ce qui permet de soutenir cette motivation pour accorder du poids à l'enseignement? Alors, il y a évidemment une évolution du contexte d'enseignement supérieur qui, malgré tout, nous aide, en quelque sorte.
Au niveau politique, comme partout en Europe, l'évolution des lois et des gouvernances des universités va vers davantage d'autonomie qui s'accompagne de plus grande nécessité de rendre compte, et en particulier au niveau de l'enseignement. Une nouvelle loi fédérale qui a été votée il y a 2 mois, et certains députés voulaient que les subventions aux universités soient liées au nombre d'étudiants en emploi après 1 an. Donc, voilà, donc là, il y a quand même des pressions qui viennent à ce niveau-là. Au niveau économique, j'entends qu'en France, c'est malgré tout comme chez nous, même si ce n'est pas la guerre, il y a de la concurrence qui se développe, et c'est important de s'occuper de l'enseignement parce que c'est plutôt ça qui fait venir les étudiants. Et puis l'autre aspect que vous connaissez bien aussi, c'est que c'est le cas chez nous, mais presque j'ai vu, c'est pas très différent en France. Moins de 3% des étudiants feront une carrière académique, et tous les autres, il faudra bien qu'ils s'insèrent professionnellement. Donc on n'est plus dans une logique où on doit juste former nos disciples et puis ceux qui vont se former à la recherche par la recherche pour être nos enfants, mais il faut s'occuper de 97%, 95% qui devront s'insérer professionnellement. Ça aussi, évidemment, met du poids sur l'enseignement. Et puis enfin, j'évoquerai l'évolution des conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage à partir des années 50 du siècle dernier. Je vais très rapidement, vous connaissez ça par cœur, c'est juste pour le mettre en perspective, fameux changement de paradigme, où on passe de la transmission à la construction, qui évidemment change beaucoup la donne, mais aussi en termes de positionnement de l'enseignant, puisqu'on passe d'un focus, si on veut, sur l'enseignant, sur les contenus, sur l'enseignant qui transmet les contenus, au contraire sur les étudiants et sur ce que les étudiants apprennent. Donc ça aussi, toute cette évolution du contexte a amené à une prise de conscience, une petite prise de conscience, ça dépend des collègues, sur l'importance de l'enseignement. Ça, c'est un aspect, disons, contexte global. Deuxième aspect, ce qui se passe au niveau de l'établissement. Alors, il y a des aspects qui sont intervenus chez nous en termes de valorisation, reconnaissance d'un certain nombre d'éléments et d'exigences qui ont aussi amené à prendre en compte davantage l'enseignement. Je l'évoquais tout à l'heure, l'évaluation de l'enseignement qui est obligatoire, mais dans des modalités qui laissent une forme d'initiative aux enseignants. Et ce n'est pas les résultats bruts qui ont une influence, mais c'est l'utilisation des résultats. Quand nous recrutons des collègues, il y a ce que nous appelons des leçons d'épreuve, c'est-à-dire il faut faire des cours devant le jury et des étudiants, etc. Nous avons des procédures de titularisation conditionnelle. Je ne suis pas sûr que ça existe tout à fait comme ça en France. Et dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas être titularisé si ce n'est pas satisfaisant au niveau de l'enseignement. Évidemment, la recherche non plus, mais on ne peut pas faire la moyenne en disant il est très très bon en recherche, il est nul en enseignement, ça va quand même aller. Chacun doit être accepté. Et puis, on demande j'évoquais tout à l'heure, nous avons des contrats renouvelables tous les 6 ans, qui ne sont pas fonctionnaires, enfin ne pas nommés à vie, et dans le cadre de ces contrats, nous devons faire un rapport et notamment un dossier sur l'enseignement. Je ne vais pas du tout entrer dans les détails des rubriques. Ça veut dire que d'un point de vue institutionnel, il y a un certain nombre de messages sur la valorisation et la reconnaissance de l'enseignement. J'aimerais juste peut-être insérer une petite parenthèse sur notre vision, si on veut, de la qualité de l'enseignement par rapport à toutes ces questions d'évaluation. On adopte ce que j'appelle ici une approche un peu dynamique, c'est-à-dire que dans certains cas, les enseignants disent « mais c'est nous qui savons ce que c'est la qualité de l'enseignement ». D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi les étudiants auraient un avis là-dessus. Dans d'autres cas, les étudiants disent bah, « vous êtes bien mignons, mais c'est nous qui sommes là quand même toute la journée, on a notre idée là-dessus ». Et puis après, les milieux professionnels disent vos discussions sont bien intéressantes, mais c'est quand même nous qui devons après employer les gens et on voit ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas ». Et donc, en fait, notre vision, c'est évidemment qu'aucun de ces groupes, pour faire très simple, n'a la définition ou sait ce que c'est la qualité de l'enseignement et donc l'évaluation en découle, mais au contraire, l'évolution, ça va être de réduire les écarts, les tensions entre ces différents points de vue. Donc ça, c'est un contexte, si on veut, qui a été créé pour essayer de valoriser l'enseignement, mais dans un contexte, malgré tout, si possible, relativement raisonnable. Deuxième aspect, et on s'approche du cœur de notre discussion, comment rendre les gens compétents pour atteindre cet objectif. Donc l'enseignement, c'est important, d'avoir des compétences en enseignement, c'est important, c'est valorisé, ça va être pris en compte dans votre carrière, etc., etc. Maintenant, il faut que les gens se sentent compétents pour atteindre cet objectif. Alors je vais évoquer ici
assez rapidement pour essayer de finir dans le temps qui était marqué dans le programme. 3 dispositifs, si on veut. Le premier, c'est le centre de soutien à l'enseignement. Le deuxième, c'est le fonds d'innovation pédagogique. Et le troisième, c'est le RESET. Si vous voulez davantage d'informations, vous avez les URL qui sont là et qui sont une créativité ébouriffante. Vous voyez, il suffit de rajouter le nom à chaque fois à universitédelausanne.ch. Donc, ça devrait le faire. Alors, je commencerai par le centre de soutien à l'enseignement, qui a été créé d'ailleurs dans le fil de l'expérience qu'évoquait notre collègue de Lyon 1 ce matin, c'est-à-dire que dans la phase pilote de l'évaluation de l'enseignement, on s'est rendu compte que les collègues disaient « Bon, ben, ok, j'ai ces réponses, mais en fait, je ne comprends pas ce qui ne va pas ». Ça, c'était un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'était ben, je vois bien ce qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi faire. Et donc, c'est dans cette logique-là, dans ce contexte-là, que se développé ce centre, avec 4 grands domaines d'intervention que vous avez vus ici. Donc, au niveau de l'évaluation, je ne vais pas entrer du tout dans le détail. Sur ces différents dispositifs, en fait, mon intention est plutôt de montrer comment ils contribuent à développer les compétences en enseignement des collègues et que le point sur lequel je terminerai en partie, c'est l'importance de multiplier les entrées. Et en fait, c'est ça que j'illustre ici. Donc, au niveau de l'évaluation, je n'entre pas du tout dans le détail de tout ce qui est fait par rapport à ça, ce n'est pas le propos, mais simplement illustrer qu'à partir des questionnaires, des réponses fermées, des réponses ouvertes, le centre fait une synthèse qui est déjà un élément de formation pour les collègues, puisqu'il fait ressortir les éléments qui, en priorité, répondent aux attentes des étudiants, sans chercher le 100%, et ou au contraire répondent moins bien et met déjà un certain nombre de pistes. Donc ça, c'est déjà dans l'évaluation, qui sont confidentielles, comme ça a été évoqué ce matin, c'est déjà essayer de mettre les collègues sur une piste d'une compréhension de ce qui se passe. Mais des fois, le rapport qu'on reçoit et les commentaires ne suffisent pas. C'est pour ça qu'il y a aussi des prestations de conseils, comme ça se fait ailleurs. Enfin, je vais assez rapidement parce que vous connaissez ces choses. Individuel, collectif, de l'observation et des choses comme ça. Il y a évidemment de la formation, qui sont des formations de 3 jours, des formations sur des ateliers spécifiques d'une demi-journée, une journée, des ateliers de midi, etc., etc. Et enfin, de la recherche appliquée, qui me semble quelque chose d'important parce que on est dans une université et tout le monde, à mon avis, doit continuer à réfléchir un peu comme dans une démarche scientifique. Donc, le centre lui-même mène un certain nombre de petites recherches appliquées. Ça, c'est un premier volet. Mais l'autre aspect, c'est aussi de soutenir des collègues qui veulent avoir une démarche de recherche par rapport à leur enseignement. C'est ce que les anglo-saxons appellent Scholarship of Teaching and Learning, qu'on n'a pas encore bien réussi à traduire en français, mais ça veut dire augmenter de façon scientifique sa connaissance sur l'enseignement et l'apprentissage dans le monde universitaire. Et ça, c'est aussi une dimension importante. J'essaye de militer auprès des directeurs de composantes, on dit ici, pour qu'ils prennent en compte un papier dans une revue scientifique de pédagogie au même titre que dans le champ spécifique. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça, c'est un premier dispositif où, dans chaque élément, on essaye de contribuer au développement des compétences en enseignement des collègues. Deuxième dispositif, c'est le fonds d'innovation pédagogique. Il y a des exemples qui ont été donnés ce matin. Et là, il y a évidemment 2 intentions. Le premier niveau, c'est de soutenir le développement individuel des enseignants pour que chacun, à travers cette expérience, apprenne des choses sur ses pratiques et les développe. Mais c'est évidemment aussi faire évoluer les choses au niveau institutionnel. Alors, je vais avancer rapidement là-dessus parce que vous imaginez bien ces choses. Alors, en quelques mots, ce fonds d'innovation pédagogique, donc ça, c'est un programme qui a été lancé. C'est juste pour que vous ayez une idée concrète, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est un programme qui a été lancé en 2007. Il y a en gros 7 à 20 projets qui sont financés chaque année. Et on donne, en principe, en gros, parce que la banque évolue, mais à 25 000 € par projet au maximum sur une année, à dépenser sur une année. L'intention était ici d'éviter, en quelque sorte, des logiques de blanchiment d'argent où il faut après inventer un tas de choses pour avoir plein de ressources pour faire des choses qui sont utilisées pour d'autres choses. Mais c'est surtout que, malgré tout, le temps à disposition pour développer ce genre de projet n'est pas énorme.
Et si on donne des trop grands montants, on a tendance à avoir des attentes très, très lourdes en termes de préparation de projet, etc. Donc voilà, ça c'est un élément. Et l'autre aspect, c'est que tous ces projets sont évalués par la communauté de deux façons. Il y a d'une part une évaluation, chaque projet est évalué par un étudiant, une étudiante ou un assistant, assistante, ça je ne sais plus comment c'est en France, et puis un collègue enseignant-chercheur. Et puis après, il y a un comité de sélection qui est aussi représentatif, qui choisit ces projets. Quelques mots sur les critères d'évaluation, tout simplement pour illustrer aussi cette notion de leur rapport par rapport à la formation, au changement culturel et à la formation pédagogique des enseignants. Alors, vous les avez ici, je les détaille un tout petit peu. La première chose, évidemment, et ça ne vous surprend pas, c'est l'intention ou le besoin pédagogique, c'est-à-dire à quoi ce projet, à quel besoin pédagogique ça va répondre, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, augmenter l'interactivité, faire autre chose dans les salles de classe, etc. Comment vous imaginez de répondre à ce besoin, quelle est la valeur ajoutée pédagogique et en quoi ça va améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants. Donc là, il y a une évaluation sur ces éléments-là qui, évidemment, amènent les collègues à réfléchir sur ces aspects. Le caractère innovant qui n'est pas absolu, mais qui est lié à un contexte spécifique. Par exemple, si on prend un exemple banal, l'étude de cas peut être très utilisée en économie, mais pratiquement pas en littérature, par exemple, je dis n'importe quoi. Voilà, donc c'est dans un contexte, c'est innovant ou pas. Une dimension qui est importante ici dans cette logique de formation, c'est l'ancrage pédagogique, c'est-à-dire inciter les personnes à voir ce qui s'est fait ailleurs. Enfin, c'est comme toute démarche scientifique où on va voir la littérature, qu'est-ce qui s'est déjà fait, qu'est-ce qu'on a déjà trouvé, qu'est-ce qu'on a déjà dit, etc. Donc c'est la même démarche qui est souhaitée ici. La compatibilité avec les stratégies de l'établissement, et ça c'est la cohérence que j'évoquais. Le potentiel d'utiliser plus largement ces éléments, mais aussi la pérennisation, éviter ce qui observe assez régulièrement que quelqu'un développe quelque chose parce qu'il est très motivé ou elle est très motivée, puis dès qu'elle s'en va, c'est pas intégré dans les cursus et ça disparaît. Puis évidemment des aspects de gestion de projet tout à fait classiques. Donc ça, c'est un certain nombre d'éléments et ça fonctionne tout à fait bien. Et donc on dépense à peu près en moyenne 500 000 € pour soutenir ces projets. Et c'est un effort qui paraît tout à fait intéressant parce que ça fait des petits, ça génère beaucoup d'effets dans les composantes. Troisième dispositif, le RESET pour que les technologies sourient à l'enseignement. Et donc c'est le réseau interfacultaire de soutien enseignement et technologie qui est né d'un constat. Nous avons eu une époque où nous avons eu des ressources pour développer les ressources numériques et toutes sortes de choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait d'un côté des enseignants, des collègues qui développaient des contenus, puis d'un autre côté des techniciens qui faisaient des choses, des fois extrêmement sophistiquées, mais il n'y avait aucune réflexion pédagogique et les choses étaient très, très à distance. Donc, et c'est ce qui a déjà été raconté, donc je vois tout à fait la convergence. Donc nous avons créé un réseau avec ce que nous avons appelé des ingénieurs pédagogiques, qui sont en fait des gens qui ont une formation disciplinaire de la composante dans laquelle ils sont, qui ont enfin un cursus complet, qui ont un doctorat et qui s'intéressent aux questions de technologie et d'enseignement et qui ont complété leur formation sur des questions d'enseignement. Et ils sont insérés dans chaque faculté, tout le monde a accès et ils ont 15 à 20% de leur temps de travail qui est consacré au réseau pour des activités communes, des groupes de travail, etc., etc. Puis nous avons des représentants du centre de soutien à l'enseignement, des gens de la communication du centre informatique, etc. L'idée, c'est vraiment de mailler toutes ces ressources. Au niveau des prestations, elles sont très classiques et je ne m'appesantis pas là-dessus. Simplement aussi une dimension qui nous paraît importante, qui a été évoquée aussi aujourd'hui, c'est la question de la veille technologique. C'est important d'avoir des collègues qui s'intéressent à ça et qui regardent un petit peu ce qui se passe, quelles sont les évolutions et quel est l'impact des réseaux sociaux, etc. En termes de fonctionnement, et là je rejoins aussi ce qui a été dit plusieurs fois, et donc même en étant suisse, on peut dire des choses qui ressemblent à d'autres, c'est qu'une de nos priorités, c'est évidemment l'utilisation des technologies avec une priorité, c'est la valeur ajoutée pédagogique. Ça paraît trivial de dire ça,
parce que c'était pas comme ça il y a longtemps, mais même encore maintenant, il y a encore des collègues qui viennent pour mettre du contenu sur le web, il y a encore des personnes qui viennent pour une demande technologique, et c'est toujours la même question. Ok, mais quelles sont vos intentions, quelles sont vos priorités, vos objectifs, qu'est-ce que ça va permettre de faire de plus, qu'est-ce que ça va permettre de faire d'autre, etc., etc. Et c'est un dialogue sans cesse qu'il faut remettre sur le métier par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment une des priorités très importantes. Et il faut résister souvent à toutes sortes de demandes où tout d'un coup, des collègues qui disent ben voilà, il faudrait me filmer et puis mettre ça sur le web et les étudiants seront très contents. Ce qui est évidemment pas vrai parce que d'abord c'est assez compliqué. Ensuite, n'importe qui parle 3 fois plus lentement qu'un étudiant lit, donc le rendement est nul et les étudiants après 10 minutes ils regardent plus. Mais donc voilà, on doit toujours lutter sur cette réflexion par rapport à ça. Pour essayer d'encadrer un peu l'activité de ce réseau, il y a c'est un schéma un peu estoufadou, pardonnez-moi, mais l'idée d'aligner ces différents éléments avec l'ensemble de la stratégie de l'établissement. C'est-à-dire que l'université a une stratégie, elle mène une nouvelle direction avec une nouvelle stratégie. Dans cette stratégie, il y a évidemment des axes qui touchent à l'enseignement. Et l'idée, c'est qu'il y ait une stratégie éducative, une vision de l'enseignement défendue par notre université, et que là, la stratégie e-learning, si on veut, pour faire court, contribue à cette ambition. Et donc, vous voyez que les priorités qui sont évoquées ici, c'est vraiment que la technologie serve en priorité à l'apprentissage en profondeur, à la notion de transfert, au sens pédagogique du terme, l'acquisition de compétences transversales et au développement de l'autonomie. C'est pour ça que dans la période qui vient, vous voyez qu'on a indiqué 3 cibles prioritaires, le travail en dehors de la classe, aussi pour favoriser l'autonomie, donner un peu de flexibilité, le travail collaboratif et la pratique réflexive, notamment à travers des portfolios. En prenant en compte ce qui nous paraissait des besoins prioritaires, le fait que la technologie rajoute un côté motivant aux activités, on peut parler par exemple ici de jeux sérieux ou d'autres choses, la question évidemment de l'accessibilité, dans ce sens que maintenant la plupart des étudiants veulent pouvoir chercher des ressources tout le temps, partout, de partout, avec n'importe quel support, etc. etc. Et bien sûr que ça soit des utilisations flexibles. Je laisse tomber les valeurs sous-jacentes, elles sont assez classiques. Et en fait, dans ce que je veux évoquer par rapport à ça, c'est que ici, une logique d'entrée multiple qui me paraît un élément important, c'est-à-dire dans le fond, les enseignants entrent d'un côté, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent circuler dans ce réseau. Alors, ils peuvent, par exemple, entrer pour demander une évaluation, et puis qui va déboucher sur du conseil, qui va déboucher sur un fonds d'innovation pédagogique, ou bien ils vont participer à un atelier qui va les inciter à faire davantage d'évaluations, etc., etc. Et ce qui nous paraît important dans notre établissement, c'est vraiment de favoriser des entrées multiples et des liens entre ces différentes entrées. C'est pour ça qu'on essaye de travailler tous ensemble. Et une des chances qu'il y a, c'est que je suis responsable de l'ensemble de ces unités, donc ça me permet un tout petit peu d'améliorer les choses. Donc c'est cette idée-là des entrées multiples qui vont permettre aux collègues d'entrer par ce qui les intéresse le plus au moment où ça les intéresse le plus. Maintenant, je terminerai, j'aurai peut-être 2 minutes 40 de retard, pardonnez-moi. Je terminerai par quelques commentaires sur notre regard par rapport à des organismes comme Uniciel qui proposent des ressources. Alors d'abord, je suis obligé de m'appuyer sur une expérience que nous avons eue en Suisse. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années. Il y a une initiative qui, si on veut, qui a coûté à peu près 40 millions d'euros aux contribuables suisses pour créer un campus virtuel suisse. Une expérience qui, de l'avis des rapports officiels, est assez décevante, et ça c'est pour être poli, qui a vraiment produit peu de choses, et dans ce qui a été produit, ça ne marche pas bien ou ce n'est pas utilisé, donc franchement, des choses relativement décevantes. Et donc nous, en tant que notamment au niveau du RISET, en tant qu'unité concernée par l'utilisation de ces ressources, la réutilisation, etc., nous sommes penchés sur cette question et je dois avouer que j'ai une perception un peu en demi-teinte par rapport à ces choses, en ce sens qu'on a observé un certain nombre de difficultés suite à cette expérience, parce qu'évidemment, on a aussi été impliqué dans cette usine à gaz.
qui avait toutes sortes de problèmes conceptuels, mais c'est une autre question. Et on a vu aussi à ce moment-là, en cherchant un tout petit peu comment améliorer ça, que la littérature montrait plein d'expériences assez convergentes. Alors là, j'ai juste évoqué globalement les difficultés qui nous sont parues les plus importantes dans cette idée d'utiliser des ressources numériques que nous n'aurions pas à utiliser. Bon, ces éléments ont déjà été évoqués, je passe très rapidement et c'est en plus assez trivial. Évidemment, le problème des métadonnées, de retrouver ce qu'on veut et les mots-clés, etc., qui paraît simple mais qui est très compliqué. Les problèmes de granularité entre un schéma et un polycope. Les questions de validation et des ressources. On a eu des projets qui ont très bien fonctionné. La personne est partie, plus personne n'a voulu revalider cette ressource parce que c'est pas moi qui l'avais fait, etc., etc. Donc il y a eu toutes sortes de choses au niveau de l'actualisation, de l'appropriation. L'enseignement universitaire est quand même très spécifique, c'est quand même très lié à sa recherche, à son propre cheminement, et c'est pas du tout simple de s'approprier des ressources qui sont faites par quelqu'un d'autre. Je peux subodorer, personnellement, je suis neuropsychologue de formation, donc je suis un tout petit peu à cheval entre les sciences de la vie et des sciences humaines, et je peux comprendre qu'en physique ou en maths, ça soit peut-être plus simple de s'approprier des choses, qu'il y ait moins de débat sur comment on voit les choses, mais en tout cas dans certains domaines c'est vraiment compliqué. Et globalement, il y avait une faible motivation, voire dans certains cas de la réticence à réutiliser des choses dans des cursus malgré tout très individualisés. Ceci étant, comment est-ce qu'on imagine que un centre de ressources, si on veut comme ça, puisse être utile pour nous? Je pense, mais je crois que ça rejoint ce que j'ai entendu ce matin par le secrétaire général sur un peu les stratégies. Je pense que ce qui est plus utile pour les collègues, c'est plutôt que de mettre des stocks de PDF, et j'ai bien entendu que ce n'était pas ce que vous vouliez faire, c'est vraiment de soutenir un questionnement. C'est de dire, voilà les questions qu'on peut se poser. Pour cette question, voilà l'éventail de réponses. Et voilà des exemples. Par exemple, vous pourriez voir telle chose. Et d'accompagner ce questionnement. Quelque chose, je pense, qui est aussi important, c'est, et pour lequel, parce que là c'est des ressources peut-être plus génériques, c'est aider à préparer au métier d'étudiant. On a les mêmes difficultés que vous, même si le système est plus sélectif en termes d'hétérogénéité, de lacunes, etc. Et si en auto-formation ou avec davantage de ressources, les étudiants pouvaient se préparer, c'est des choses qui rendent aussi service. Ce matin, dans les axes stratégiques, il a été développé deux cibles, les enseignants et les étudiants. Et je pense qu'il y a une troisième cible qui serait très importante de mon point de vue, c'est les conseillers pédagogiques, les conseillers en utilisation de technologie, etc. Parce qu'en fait, ils ont plus le temps, ils sont plus à l'aise pour aller voir que ça. Mon expérience, c'est que les collègues n'ont souvent pas nécessairement de temps et de disponibilité pour voir ce qui se passe, voir ce qui existe, etc. Et donc, les conseillers qui sont un peu des intermédiaires sont, à mon avis, une cible aussi intéressante dans ce cas-là. Globalement, de nous soutenir dans ce fameux changement de paradigme. Et puis, je terminerai en disant que, dans le fond, on parle ici de valoriser l'enseignement, mais je pense qu'évidemment, ce qu'on cherche tous, c'est à valoriser l'apprentissage, mais il faut commencer par l'enseignement, en se rappelant toutefois que ce n'est pas un processus industriel, l'enseignement à la formation, et qu'on ne va pas nécessairement fabriquer des clones qui vont être là. Mais vous le savez, l'apprentissage, c'est un processus qui nous échappe largement. On a beau mettre des objectifs d'apprentissage, ça nous échappe quand même largement. Et donc, je pense que notre rôle, c'est de créer évidemment des conditions, un environnement, et je pense que des organismes comme Uniciel peuvent contribuer à la flexibilité, à la diversité des ressources qui permettent à chacun de faire avancer son iceberg. Merci. Merci. Donc, je voulais vous remercier particulièrement de votre intervention. Je vous avais déjà croisé sur la démarche qualité. J'avais déjà été impressionné par la vision institutionnelle et intégrée de la démarche. Donc, je suis très heureux de voir que c'est la même chose pour la pédagogie. Ça me semble tout à fait cohérent. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous trouvez des ressources sur le sujet, si vous avez des démarches qualité dans vos établissements, à regarder ce qui a été fait. C'était très, très intéressant. Je voudrais revenir sur un point, parce que ça me semble important pour faire une mise en perspective par rapport à nous. Vous venez de mettre le doigt sur un point clé pour nous, c'est l'aspect institutionnel. C'est la prise en compte globale. On est encore trop dans des actions qui dépendent de nous,
ou militantes ou de services dédiés, mais qui sont des services en tant que tels, et pas du tout dans des démarches institutionnelles avec une prise en compte globale de la gouvernance. On sent très nettement derrière la gouvernance qui est derrière, et on voit avec toutes les difficultés que vous avez évoquées, parce qu'on a pas mal de choses en commun dans les outils, mais on voit bien qu'il y a du coup une cohésion, je dirais une espèce de symbiose entre les besoins de l'organisation et du coup l'évolution pédagogique. Donc ça me semblait un point clé à positionner. Par rapport à nous, on en est loin. On en est loin avec des gouvernances qui pour l'instant sont très centrées sur l'autonomie, l'équilibre économique, etc., ou les aspects recherche que vous l'avez évoqué. Sauf qu'a priori pour vous, du coup ça a été aussi un des leviers de motivation, puisque le fait que étions... Ça je voudrais le pointer parce que c'est un élément important. Le second élément, c'est qu'on est dans un cadre statutaire pour l'enseignant-chercheur qui est complètement différent. Vous avez quasiment des salariés, en fait, pour simplifier. Donc avec une pression, avec une gestion, etc. Et c'est vrai que de loin, quand on regarde les expériences suisses, canadiennes et autres, on pourrait croire qu'il suffirait de plaquer les modèles des conseillers, etc., pour venir chez nous. C'est un peu différent parce que de fait, il y a une organisation qui est un peu différente. Et ça, je voudrais le pointer parce que vous avez évoqué le rôle des conseillers pédagogiques qui, chez nous, se mettent en place au niveau des ingénieurs en technologie de la formation, etc., mais qui n'ont pas encore du tout cette intégration dans un cursus beaucoup plus global, ou dans une organisation plus globale, qui sont encore dans le « je vous fais envie, vous venez me rejoindre », vous voyez, qui sont complètement dans une autre approche, pas forcément encore dans une approche de conseil. Donc je vais le mettre un peu en perspective, parce que je trouve intéressant pour nous d'avoir cet éclairage européen, du coup, avec une vision très institutionnelle. On voit que ça commence à donner des choses, je suppose qu'il y a des difficultés, comme partout, mais qu'il y a des résistances un peu lourdes. Mais on voit bien qu'une des clés de réussite pour nous sur l'évolution pédagogique, sur l'intégration du numérique au service de la pédagogie, elle est tout simplement dans une prise en compte institutionnelle et dans une phase institutionnelle. Je vous laisse réagir par rapport à ça, poser des questions. Pas de remarques. Tout le monde est assommé par l'excellence suisse. Moi, je vous proposerais bien de venir comme ministre de l'Enseignement supérieur en France. Parce que moi, quand vous parlez de DRH où on peut licencier, je suis désolée, mais moi, ça me fait vachement plaisir, quoi. Non, trêve de plaisanterie. Je pense que vous avez une approche pragmatique, comme beaucoup de Suisses, et on est très loin de votre démarche. Et je ne sais pas, dans le contexte figé que nous avons, si on peut effectivement, comme le disait Manuel, s'approcher de votre démarche, qui, je pense, est sûrement la bonne. J'aurais une petite question subsidiaire. On a créé en France des ingénieurs en technologie de la formation. Vous avez parlé des ingénieurs pédagogiques. Est-ce qu'il y a une grosse différence pour vous? Quelle est idéalement sa position? Non, je pense pas. Si vous voulez, nous, ce qui nous est apparu vraiment de façon très forte au moment où j'ai créé ce réseau, mais je ne sais plus quand c'est maintenant, mais il y a quelques années maintenant, c'était, en fait, quand il y a eu cet argent qui est venu là, on a aussi fait des centres et des choses comme ça. Et vraiment, il y avait d'un côté des enseignants, d'un côté des développeurs en réalité. J'ai eu à un moment donné dû, par intérim, reprendre la direction opérationnelle de ce centre. Et il y avait des gens qui ne savaient même pas sur quoi ils travaillaient. Non, mais je suis en train de modéliser un truc 2G en 3 dimensions. Mais c'est quoi? C'est quel? Oh, j'ai aucune idée, etc. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que les enseignants donnaient du contenu, les gens, mais personne ne portait la réflexion pédagogique. Et puis j'ai dit, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ah oui, mais la pédagogie, c'est les enseignants qui savent. Mais je dis, mais non, il faut les aider à réfléchir sur ce que vous faites avec cette technologie. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème d'interface. Les enseignants et les gens qui s'occupent de la technologie n'arrivaient plus à se parler. Ça devenait très conflictuel. Et donc c'est devenu très... impératif, pour moi, ça s'est imposé à moi qu'il fallait vraiment créer une fonction d'interface. Et donc, on a privilégié des gens qui connaissaient la culture de la faculté. Donc, c'est pour ça que les gens qu'on a recrutés à l'époque, par la suite, ça s'est un tout petit peu atténué les critères, sont des gens qui connaissent la culture, qui connaissent les champs disciplinaires, puis qui, de l'autre côté, se sont formés sur l'utilisation, utilisent eux-mêmes les technologies, etc., etc. Et c'était vraiment cette fonction d'interface. Et je ne crois pas que ça soit très différent de ce que vous évoquez. Non, c'est très proche en effet. On pourra vous d'ailleurs échanger sur les référentiels qu'on a pu créer sur ce sujet. D'autres questions, d'autres remarques? Ouais, au fond, j'arrive. Qui veut?
ma question est une question un petit peu déconnectée de votre présentation, mais qui me tient un peu à cœur, parce que je crois que nous nous étions croisés il y a quelques années à propos d'un objet qui s'appelait Uniboard à l'époque. Et justement, il a eu une vie, une histoire qui a fortement collidé, je dirais, la France, mais qui n'est pas venu dans l'enseignement supérieur. Et j'étais assez étonné de voir cette histoire où un objet qui avait été créé avec un souci fortement pédagogique pour l'enseignement supérieur finisse par atterrir dans l'enseignement secondaire. Donc j'aurais voulu avoir votre sentiment sur cette chose-là. Et l'autre partie de ma question, c'est de savoir justement si des initiatives de ce type, vous pensez que c'est encore des choses qui contribuent à améliorer la pédagogie, l'utilisation du numérique dans la pédagogie, ou si vous avez dépassé ce type d'initiative et vous êtes dans du financement d'autres actions? Non, alors, bon, ça c'est... donc, juste en deux mots, en fait, nous avions développé à l'université comment ça s'appelle maintenant, les tableaux machin actifs, truc, je sais plus quoi. Donc ça s'appelait Uniboard. En fait, c'était pour répondre à une situation très simple. On avait des nouveaux bâtiments avec des grands amphis qui étaient un peu plats, et on avait des problèmes évidemment pour les cours de sciences en particulier, à avoir des tableaux assez grands, et enfin c'était pas possible. Donc on a développé en fait une tablette interactive, etc. avec l'enseignement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est justement cette dérive-là. À un moment donné, il y avait de l'intérêt à droite à gauche, et on s'est dit, mais c'est pas notre métier de faire du commerce de tablettes graphiques et de machins comme ça. On va créer une start-up qui va s'occuper de ça. Donc ça a bien marché pendant un certain temps, on a fait évoluer les versions, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que c'est la technologie qui a pris le dessus. Et alors on a voulu, les gens qui s'occupaient de ça ont voulu rajouter plein de widgets, de machins, de trucs qui n'étaient absolument pas utiles. En fait, moi j'étais dans une phase de vouloir justement créer des sortes de... c'est mal utilisé, mais des sortes de podcasts. Hein, parce que certains, justement, même si je ne suis pas sûr que ça soit toujours une bonne idée, je me disais que ça... Comme les enseignants utilisaient ça, donc c'est des tablettes où on peut insérer des slides, des commentaires à la main, etc., des images, tout ce qu'on veut. L'idée, c'était que l'enseignant, de façon très autonome, arrive, mette son micro dans la planche, il met « record », et à la fin, il a un fichier qu'il met sur un ENR, je crois. Comment ça ? ENT, voilà. Et puis les étudiants peuvent le récupérer s'ils ont manqué, ou etc. Et donc là, c'était simple, il y avait le son, les images qu'il a été utilisées, c'était très simple. Mais on n'a pas réussi à avoir ça parce qu'ils dépensaient toutes leurs ressources, si on veut, à faire toutes sortes de machins et de webdocs qui allaient avec et toutes sortes de choses comme ça. Donc on a dû se séparer, et maintenant nous reprenons, nous, pour l'interne, on est en train de reproduire une version simple qui soit utilisable par tout le monde et qui réponde à ses besoins. Et notamment, on a acheté des tablettes graphiques pour que chaque ingénieur pédagogique puisse la prêter à un enseignant, parce que, moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit souvent utile. Ça peut être utile quand on manque un cours, mais souvent utile de passer des heures à regarder quelque chose comme ça. En revanche, d'utiliser sa tablette graphique pour faire quelque chose plus... On a fait des expériences comme ça qui ont très bien fonctionné. 10 minutes plus en profondeur sur un détail. Ou au contraire, 10 minutes de... Voilà le contexte général de cette thématique auquel vous pouvez revenir quand vous voulez. Et de dire aux étudiants, regardez ces 10 minutes parce que ceux qui n'ont pas les bases là-dedans, moi je vais passer rapidement là-dessus, regardez-les avant le cours et vous pouvez les regarder après. Tout ça, c'est tout à fait intéressant et ça a, à mon avis, une valeur ajoutée pédagogique et on l'a observé dans des expériences. Sauf que pour ça, voilà, il faut quelque chose de très simple qui s'utilise comme ça. Je démarre, je fais mon truc et j'enregistre et c'est fini. Donc on est en train de reprendre parce que justement on pense qu'on a besoin de ce genre d'outils simples, mais c'était devenu des choses où la technologie prenait le dessus. Une autre question, une autre remarque ? Oui, alors en fait, une question me taraude un peu l'esprit depuis tout à l'heure. Vous ne parlez jamais en fait des moyens attribués aux étudiants pour utiliser ce genre de technologie. Parce qu'on n'a pas tous en fait, chaque étudiant n'a pas les moyens d'avoir accès à ce genre de technologie chez lui. Qu'est-ce qui est mis en place en fait chez vous pour pallier à ce problème? Parce que concrètement en fait en France, on a ce problème justement d'égalité entre les étudiants, clairement au niveau des moyens.
Bon, la situation est un tout petit peu variable suivant les facultés, les composantes. Alors, après, il faut que je fasse un commentaire par rapport à ce que vous avez dit avant. En réalité, il y a des ressources sur place. Hein. Donc ça, il y a des salles, etc. Il y a des bornes que les gens peuvent utiliser, etc. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément qui va avec, c'est qu'on a offert aux étudiants un certain nombre de copies où ils peuvent utiliser sur place leur accès à l'ENT. Non, oui, c'est juste. Pour scanner des choses, pour imprimer, ce qui fait que ceux qui veulent travailler chez eux peuvent, avant de partir, imprimer, entre guillemets, gratuitement, jusqu'à un certain quota, un certain nombre de choses, ce qui n'est pas anodin, parce que j'ai appris la semaine dernière que pour le premier trimestre, c'est 5 millions de copies qui ont été faites pour notre petite université. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'on a voulu le rendre, une des composantes, biologie-médecine, pour être tout à fait concret, a voulu rendre le laptop obligatoire en fonction de ça. Donc on a discuté ensemble et j'ai dit, OK, on peut imaginer ça, mais à ce moment-là, il faut que les étudiants qui n'en ont pas puissent en avoir un. Donc la faculté a acheté un certain nombre de laptops pour pouvoir les prêter aux étudiants qui n'en auraient pas. Sur 2900 étudiants, il y en a 2 qui ont demandé un laptop. Donc là, moi, honnêtement, j'étais très surpris de ça. Hein. Donc, si vous voulez, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir si on trouve des solutions pour soutenir. Alors évidemment, ce qu'on a aussi, mais ça c'est comme ici, c'est des accords pour avoir des tarifs très, très, très préférentiels. Mais ça, il faut quand même payer, quoi. Hein. Voilà. Ce que je voulais juste dire par rapport à ce que vous disiez sur les PDF, c'est que j'avais hier une de mes réunions régulières avec la Fédération des associations d'étudiants de l'université qui disait qu'il y en avait un peu marre de ces profs qui n'arrêtent pas de mettre des PDF sur le NT, puis après il faut aller les imprimer. Il ferait mieux quand même de faire un cours un peu différemment.